une approche qui intègre les outils des neurosciences à partir d'un modèle qui a été développé par le docteur Jacques Fradin, qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, et qui, je dirais, amène une dimension qu'on pourrait qualifier de quantique. En tout cas, très concrètement, c'est à partir de la manière dont je vais utiliser mon cerveau, comment je peux me mettre dans une meilleure interaction avec mon environnement. Alors, le neurocantiste va proposer, je dirais, de sortir du contrôle. On a appris toujours à contrôler les choses, et donc dans l'entreprise, on se retrouve avec beaucoup de situations de contrôle, avec toutes les pressions que ça peut engendrer sur les collaborateurs. Et donc la proposition, c'est au contraire de lâcher ce contrôle. Alors, il y a des nuances, hein, bien sûr, dans ce que je dis, mais en tout cas, de se mettre dans une position, au contraire, de réceptivité à ce qui est. Et à partir de ce moment-là, de rester dans l'actualité de ce qui se passe. Parce que bien souvent, quand je contrôle, je regarde ce que je voudrais qu'il soit, mais je ne regarde pas ce qui est. Alors que quand je me mets dans la réceptivité à ce qui est, à ce moment-là, je peux beaucoup plus saisir toutes les évolutions. Et on est dans une période de changement de plus en plus rapide, hein, changement du marché, changement des habitudes, changement des modes de consommation. Donc, c'est en étant réceptif à ce qui est que je vais pouvoir, je dirais, lâcher prise et porter ensuite la bonne décision, porter je dirais le bon coup. Si je compare ça au tennis, ou si je compare ça au golf, vous savez, un tennisman, juste avant de frapper sa balle, il est complètement décontracté. S'il est contracté au moment de taper sa balle, il ne va pas bien taper. C'est au contraire, c'est parce qu'il est complètement décontracté et qu'il va lâcher son coup qu'il va envoyer la balle au bon moment. C'est pareil pour le golfeur. Le golfeur, quand il est avec son swing ici, là, c'est une posture au contraire de profonde sérénité, je dirais, de lâcher prise. Parce que s'il veut à tout prix contrôler où est-ce qu'il va envoyer la balle, il va l'envoyer à côté. Et c'est au contraire dans le lâcher prise, dans ce mouvement, dans cette fluidité du geste, qu'il va pouvoir viser son but, sa cible. Eh bien, le neurocantiste, c'est ça. Comment, à partir des connaissances du cerveau, je vais pouvoir favoriser l'utilisation de ce préfrontal ici, ce qu'on appelle le cerveau préfrontal, le siège de l'intuition, le siège de la sérénité, le siège de la créativité. Comment je vais pouvoir, au lieu d'être dans une résistance assez mentale, me mettre dans une réceptivité préfrontale, me mettre en observation et en réceptivité de ce qui est, pour prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est à tout niveau, hein. C'est au niveau stratégique, c'est ne serait-ce que dans l'interaction avec des collaborateurs, c'est dans la vision globale que je peux avoir de mon entreprise pour bien saisir qu'il y a peut-être des endroits où je vais aller mettre un peu d'huile dans un rouage pour fluidifier l'interaction entre tous. Voilà, c'est être dans ce lâcher du contrôle pour au contraire se mettre en présence de ce qui est. D'ailleurs, bien souvent, c'est parce que je suis présent à ce qui est, c'est parce que je suis présent à mon collaborateur, c'est parce que je suis présent à tout ce qui se passe dans mon environnement, dans mon entreprise et à l'extérieur, dans le marché, que je vais pouvoir m'adapter d'autant plus facilement. Il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs axes de réponse. Si je me mets dans une méta-vision de l'entreprise, je dirais qu'on a une vision assez classique qui va dire qu'on a la hiérarchie, toute la structure pyramidale de la hiérarchie, et puis on a les ressources humaines en bas, les coachs, les DRH, etc., les formations. Mais il n'y a pas vraiment de vision de ce qui pourrait se passer entre les deux. Et donc ça c'est une vision que Jacques Fradin appelle la biosystémique, qui nous permet de comprendre qu'il y a des axiomes essentiels, comme un genre de méta-règle qu'on peut appliquer à toute organisation, toute entreprise, qui va permettre d'éviter les crispations, d'éviter que ça bloque. Si je prends un exemple, par exemple, sur ce qu'on appelle la boucle pouvoir-responsabilité. On peut donner à un collaborateur la responsabilité de faire certaines choses. Hein. Ça fait partie de son job description, là. Il y a tout un tas d'éléments à faire. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va vérifier qu'il a les moyens de réaliser ses tâches. Et ce déséquilibre entre la responsabilité qu'on va donner à une personne et le pouvoir qu'on lui donne, dans ma pratique, je me rends compte que c'est 70 à 80% des problèmes qu'on va retrouver, qui vont générer le stress, qui vont générer la démotivation,
qui vont générer le burn-out. Parce que si je n'ai pas les moyens d'accomplir ce qu'on me demande de faire, alors soit j'en réfère à mon N+1 pour avoir son accord, et donc ça veut dire que je vais sans arrêt aller déranger le N+1, soit je prends des responsabilités, mais je sais que ça peut me retomber dessus, et donc je vais rentrer dans du stress, soit je ne fais plus rien. Donc voilà, c'est un axiome de cette vision globale de l'entreprise, il y en a d'autres, qui permet de comprendre que c'est simplement parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à cet équilibre au moment de donner un descriptif de fonction à une personne, qu'on génère justement la possibilité de dérapage. Mais Neuroquantis va traiter aussi de la communication entre individus. On va s'apercevoir par exemple qu'un manager stressé va stresser toute son équipe. On va pouvoir mettre le doigt sur ce qu'il stresse et on va pouvoir, parce qu'on va utiliser à ce moment-là les outils du cerveau, jouer sur la plasticité neuronale, c'est-à-dire que le manager de lui-même va se rendre compte qu'il peut lâcher prise et qu'il peut justement lâcher le contrôle et que ça va bien se passer quand même. Et parce qu'il se sera rendu compte qu'en initiant un nouveau comportement, il va obtenir un nouveau résultat, il va ancrer ça, je dirais, dans ses habitudes et arrêter de mettre la pression sur son équipe. Donc Neuroquantis parle aussi de la décision, par exemple. La décision, c'est quoi? La bonne décision, c'est quoi? C'est pas juste une décision qui va m'assurer à 100% que je suis dans la bonne direction. Parce que ça n'existe pas. La bonne décision, c'est plutôt se mettre en accord avec son ressenti, c'est plutôt baisser l'importance de prendre une bonne décision, et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir avoir des éléments que je n'aurais pas vus si je reste assez figé, focalisé sur le fait que cette décision doit à tout prix réussir. Donc la bonne décision, je vais savoir que c'est une bonne décision quand je vais ressentir de la sérénité à l'issue de cette décision. Et je vais pouvoir aussi confirmer par des outils que je suis prêt à affirmer cette décision par rapport à mon entourage et à affirmer que c'est la bonne décision au moment où je la prends. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, dans ce cas-là, va se dire, bon, j'accepte qu'il y a des risques, j'assume les risques, pour moi c'est la bonne décision, et quelque part c'est parce que j'assume les risques et que je sais que c'est la bonne décision que ces risques n'arriveront pas. Il y a vraiment une confiance qui se met en place, et cette confiance va permettre, dans les conséquences, dans les suites de cette décision, de continuer à chaque fois garder du recul, rester réceptif, pouvoir s'adapter, et à chaque fois évoluer en fonction de ce qui se passe. Donc c'est vraiment cette mise en observation de ce qui est, cette position de réceptivité qui va me permettre de mieux communiquer, de prendre la bonne décision, de mieux donner ses objectifs à un collaborateur, de mieux comprendre les interactions qui se jouent entre différents services, de mieux comprendre comment circule l'information, de mieux comprendre comment déléguer, comment favoriser la meilleure délégation à l'intérieur de l'organisation. Donc on a beaucoup d'axes comme ça qu'on peut traiter avec Neuroquantis, avec cette approche justement de l'individu, de la relation entre l'individu et l'organisation. Neuroquantis, c'est un modèle d'épanouissement pour l'individu et l'organisation. C'est-à-dire que dans le livre, j'ai passé en revue les différents besoins d'un individu et les différents besoins d'une organisation. Et c'est vrai que je me suis demandé comment j'allais faire pour synthétiser un peu tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où les besoins d'une personne dans une entreprise sont satisfaits, eh bien, les besoins de l'organisation vont être satisfaits eux aussi. C'est-à-dire que c'est une invitation à permettre à l'individu dans l'organisation, dans l'entreprise, de s'épanouir, de se réaliser. Et à partir du moment où il va s'épanouir, il va toucher sa créativité, il va être beaucoup plus motivé, il va être en meilleure interaction avec les autres. Donc, à partir du moment où l'individu s'épanouit dans une organisation, c'est l'organisation qui en tire bénéfice, quelle que soit la taille de l'organisation. Je dirais que même un travailleur autonome, un indépendant, selon le pays où on se trouve, va tout à fait gagner à lui-même appliquer ces principes, parce qu'en s'épanouissant, en appliquant les outils, les techniques, les méthodes et surtout la posture adéquate, il va permettre aussi à son entreprise d'aller dans la bonne direction, d'évoluer favorablement, parce qu'il aura été capable de prendre les bonnes décisions et d'être réceptif aux évolutions de son marché, et de la concurrence, etc. Il y a un élément que j'aime beaucoup, c'est parler de changement viral.
savez, bien souvent dans les entreprises, on va faire une grand-messe, on va dire voilà, on va changer. On a fait un beau PowerPoint, on fait venir tous les collaborateurs, on a dépensé une fortune avec des consultants, et on va dire voilà, on va tout changer. Et en fait, vous savez comme moi que le changement fait peur. Le changement en lui-même va provoquer de la résistance. Et je dirais, une entreprise, c'est pas une mécanique rigide. C'est pas parce qu'on dit à un collaborateur fais ça qu'il va faire ça. C'est justement parce que l'entreprise peut être considérée plus comme une biomasse qu'on a tout intérêt à la voir comme un élément vivant. Et à partir du moment où je vais non pas vouloir insuffler un changement radical, mais où je vais appliquer, je dirais, un peu comme des points d'acupuncture aux endroits cruciaux, de nouvelles stratégies, de nouvelles postures, de nouvelles compréhensions de l'interaction avec les autres, à ce moment-là, je vais pouvoir fluidifier la relation, je vais pouvoir petit à petit initier un changement qui va aboutir au final sur un changement global de la culture d'entreprise. On a tout intérêt à aller voir les personnes clés d'une entreprise, les personnes qui sont dans un centre relationnel. Alors bien sûr, il y a les managers, il y a les décideurs, mais il y a aussi, par exemple, la standardiste, la personne à l'accueil qui est en contact avec tout le monde. Il y a aussi toutes les discussions informelles qui se font à droite à gauche autour de la machine à café, il y a, dans le parking, il y a tout un tas de choses qui s'échangent, et vous avez des personnes influentes là-dedans. Et quand vous allez amener ces personnes influentes à changer leur point de vue, mais sans manipulation, j'insiste là-dessus, c'est vraiment parce que concrètement elles vont se rendre compte qu'il y a des éléments qui vont faciliter leur interaction dans l'entreprise, et bien ces personnes vont influer, je dirais naturellement, on n'est encore une fois pas dans la manipulation, il va y avoir un changement de comportement. Il y a des entreprises où on va faire beaucoup de mails, copies à tout le monde, etc. Eh bien, il suffit que vous ayez une personne clé qui change cette habitude et qui décide de ne communiquer que sur certains points et qui va mettre juste les personnes concernées en copie pour que petit à petit tout le monde va imiter. Vous savez, à chaque fois que dans une organisation, on va toujours vouloir imiter le leader. Il y a toujours une sorte d'imitation normale qui se fait. Eh bien, c'est la même chose. À partir du moment où ces personnes clés vont changer de comportement, eh bien, c'est tout ce changement viral qui se met en place, et alors on ne voit rien pendant un certain temps, jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'effectivement c'est la culture d'entreprise qui est changée. Donc oui, en cela, ça s'adapte à toute organisation, à partir du moment aussi où c'est la volonté, je dirais, des dirigeants, des décideurs, d'amener cette fluidité dans l'organisation et de sortir d'un contrôle, je dirais, un peu militaire. En fait, l'organisation, il y a quelques dizaines d'années, était un peu structurée de la même manière que l'armée, c'est-à-dire qu'il y a un chef qui donne des ordres et on obéit. On sait maintenant, avec l'évolution des mentalités, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, etc., que ça ne se passe plus comme ça. Donc c'est une invitation à changer à sortir de cette structure militaire pour amener au contraire une structure qui prend en considération cette biomasse qu'est l'organisation. J'ai envie de parler des 4 centres de décision du cerveau. En fait, on va s'apercevoir que, par exemple, le stress est un signal d'alarme. C'est plus un fléau, c'est un signal d'alarme. Si je suis stressé, c'est parce que mon cerveau m'envoie une information qui me dit que je ne suis pas dans la pensée ou dans la posture, dans la vision adéquate par rapport à la situation. Donc, à partir du moment où je suis conscient que je rentre en stress, je vais pouvoir identifier dans quel type de stress je suis. Est-ce que je suis dans un stress de fuite, je bouge, etc. Est-ce que je suis dans un stress de lutte où je vais être en colère, ou est-ce que je suis dans un stress d'inhibition, je suis complètement découragé. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas appliquer les mêmes outils, je ne vais pas appliquer les mêmes remèdes. Et c'est pareil si j'ai un collaborateur en face qui est en stress. Si je le vois en stress de fuite, et que je lui dis arrête de bouger, ça ne va pas, parce que lui, au contraire, il veut fuir, il veut bouger. Donc je vais plutôt lui proposer, tiens, on va aller à la machine à café, on va marcher un peu, on va continuer à parler en marchant. Bien, ce simple appel corporel à bouger va faire sortir la personne de son stress. Je sais que ça peut paraître tellement simple, pourquoi on n'y a pas pensé avant, c'est justement ce qui me plaît beaucoup avec cette approche de Jacques Fradin, c'est que tout est simple, tout est tellement concret. Une personne dans un stress de colère, vous avez une personne en colère en face de vous, c'est une personne qui a un besoin. Donc si vous commencez à lui dire calme-toi, vous ne l'écoutez pas, elle n'est pas reconnue.
Si vous commencez à lui dire, par contre, je t'entends dans ta colère, je comprends ta colère, et quel est ton besoin, à ce moment-là, la personne va sortir de son stress. Donc vous avez, par ces outils tout simples, déjà la possibilité de sortir vos collaborateurs du stress, et de vous sortir vous-même aussi du stress. On va gérer un peu de la même manière la mauvaise foi. Et on va éviter de faire perdre la face à une personne qui est en mauvaise foi, justement pour l'amener simplement à faire la tâche qu'on lui a demandé. Donc ça, c'est au niveau de la communication. On peut arriver très facilement, je dirais, à désarmer le stress, désarmer la mauvaise foi, pour arriver au contraire à un consensus. C'est des techniques de communication qui s'acquièrent très facilement. Ça, c'est pour la communication. Pour la prise de décision, j'en ai parlé déjà, c'est comprendre, relativiser l'échec et la réussite. Comprendre que même en situation d'échec, je vais apprendre quelque chose, et c'est parce que j'aurai relativisé cette importance de réussir que je vais sortir du stress aussi, et que je vais être capable de me mettre à l'écoute de mon intuition et d'apporter une bonne décision dans une qualité de réceptivité optimale qui va m'apporter la performance par rapport à cette décision. Si je parle j'ai parlé de biosystémique, j'ai parlé de ce rapport pouvoir-responsabilité, on pourrait voir aussi que bien souvent la boucle de circulation de l'information peut provoquer on est très souvent en train de courir après l'information dans les entreprises. Donc comment gérer le flux d'informations, faire en sorte que si je produis quelque chose, eh bien c'est pas moi qui veux contrôler, bien sûr il y a une part d'autocontrôle, mais il y a une autre personne qui va contrôler, qui va me ramener le feedback de manière à me permettre une amélioration. Je vois bien que dans cette double boucle de circulation de l'information, j'ai toutes les chances de garantir la bonne qualité du travail et la bonne continuité dans la chaîne de production. Donc, ça, c'est quelques outils. À chaque application, on peut à chaque fois utiliser ces 4 centres de décision, toujours pour nous amener dans une posture d'observation de ce qui est, et à partir de ce moment-là, prendre la bonne décision. Donc, je sais pas, quelques outils, mais en même temps, au cas par cas, on a vraiment tout ce qu'il faut pour apporter une réponse, en tout cas, et apporter une autre vision, une autre interprétation de ce qui est.